Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur handychat.fr pour cette 4e édition de notre opération consacrée à l'emploi des personnes handicapées. Donc, tout au long de cette semaine, vous allez retrouver des chats avec des entreprises, des reportages, des portraits, également une nouvelle émission animée par Grégory Cuilleron qui sera à 12h45. Mais tout de suite, on commence cette semaine avec un chat conseil consacré au thème des différentes façons d'accéder à l'emploi quand on est en situation de handicap. Alors, je vous présente tout de suite mes 3 invités. Alors, à ma gauche, Nathalie Boudol, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de l'ADPI. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce dont il s'agit? Oui, l'ADPI, c'est un centre de formation qui est situé à Paris, dans le 18e et dans le 20e arrondissement. Et on travaille auprès des publics reconnus travailleurs handicapés, mais aussi auprès des autres publics, pour tout ce qui est formation et accompagnement pour l'accès à l'emploi. Voilà. Un partenaire de la GFIP pour les formations. Pour les formations courtes. Très bien. Voilà. En face de vous, alors Bruno Gadras, bonjour. 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 Donc vous êtes le délégué général adjoint de la GFIP dans le Loiret, dans le 45. Délégué régional adjoint. Tout à fait. Un petit mot sur votre parcours. Vous êtes à ce poste depuis 6 mois, je crois. Depuis 6 mois. Avant, j'étais dans l'insertion professionnelle. Je travaillais pendant 20 ans. Donc j'ai accompagné des personnes au chômage. Donc voilà. Et puis, comme beaucoup de gens, j'ai connu le chômage. Et puis j'ai eu la chance de retrouver un emploi à la GFIP. Très bien. Et alors, à vos côtés, un autre Bruno, donc Bruno Grelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à Cap Emploi dans les Yvelines. Alors, et vous, votre parcours en quelques mots pour vous présenter à nos internautes? Alors, moi j'ai eu, rapidement, c'est mon premier poste, le poste à Cap Emploi Yvelines, donc je suis assez fidèle et j'y suis depuis une quinzaine d'années. J'ai une formation de psychologue du travail et d'ergonome, ce qui aide beaucoup dans le métier Cap Emploi. La mission Cap Emploi, c'est un ensemble de services, pour faire très simple, un ensemble de services en faveur de l'emploi des personnes handicapées, services en direction des personnes et des entreprises qui constituent une offre de services qui est soutenue et financée par un certain nombre de partenaires, la GFIP en particulier, le FIP, FIP et HFP et Pôle emploi. Donc on a sur ce plateau des représentants des principaux organismes qui vont pouvoir nous parler de ce thème, donc la GFIP, Cap Emploi, l'ADPI. On revient tout de suite sur ce thème avec les questions de nos internautes, mais avant ça, je passe la parole à Marie-Agnès qui est déjà sur notre plateau pour le journal de la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Bonjour Fanny et bonjour à tous. Donc pour cette 15e édition de HandyChat, encore une fois, plus de 300 manifestations sont organisées partout en France par la GFIP et par ses partenaires. Donc tous les jours, nous allons vous proposer une sélection des manifestations qui ont lieu sur tout le territoire. Et bien sûr, si vous voulez le programme plus détaillé, les informations utiles, les horaires, les lieux, etc., un rendez-vous, c'est sur internet www.semaine-emploi-handicap-agfip.fr. Donc le but c'est évidemment de vous inviter à nous rejoindre sur internet, mais de vous inviter également à nous rejoindre dans la vie réelle. Alors tout d'abord au programme aujourd'hui, je vous dis direction Angoulême pour un salon de recrutement qui a lieu au Parc des Expositions. Sur place, vous retrouverez des recruteurs d'entreprises qui sont implantés près de chez vous. Donc ça, c'est un avantage. Ils vous proposeront des offres d'emploi, bien évidemment, mais aussi ils vous donneront des conseils pour réussir vos entretiens. Et donc voilà, ça c'est à Angoulême, au Parc des Expositions. La même chose a lieu, mais un peu plus au sud, à Marseille. Donc c'est dès 10h au Palais des Congrès pour un speed dating. 50 entreprises vous y attendent sur place, donc des offres d'emploi, mais également des ateliers pour les CV vidéo, des conseils en images. Donc je précise que l'entrée est libre pour les 2 salons, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire le déplacement. Par contre, je vous conseille de réserver au Cap Emploi de Châtellerault. Toute la journée, une socio-esthéticienne vous y attend pour vous donner des conseils en présentation, vous donner des conseils pour vous habiller, et pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre entretien sur le côté présentation. Voilà, donc par contre, les places, je vous l'ai dit, sont limitées. Réservez si vous êtes intéressé. Enfin, pour préparer l'entretien en lui-même, le Cap Emploi Picardie vous attend toute la journée également, mais les Cap Emploi dans 8 autres villes de Bourgogne tout au long de la semaine. Si vous préférez recevoir des conseils plus personnalisés, on vous conseille de prendre rendez-vous dans le Cap Emploi de votre région.
Donc voilà, c'était le programme de cette journée, cette première journée d'HandiChat. Si vous voulez plus d'informations, je vous répète le site internet où vous rendre, www.semaine-emploi-handicap-agfip.fr. Bonne journée à tous et à demain. Merci beaucoup, Marie-Agnès. On revient tout de suite en plateau. Donc, on va pouvoir commencer le chat à proprement parler avec donc, les questions des internautes. On en a reçu déjà à l'avance depuis que le site est en ligne. On va en recevoir aussi en direct. Alors, pour commencer, une question un peu générale de Martin, mais qui va un peu cadrer le débat. Comment savoir si une offre d'emploi est ouverte aux personnes handicapées? Alors, peut-être, Bruno, pour commencer. Il faut partir du principe déjà que toutes les offres sont ouvertes à tout le monde. Pas ni aux valides, ni aux handicapés. Les offres d'emploi sont ouvertes aux personnes qui veulent se positionner, tout simplement. On n'a pas le droit de refuser la candidature de quelqu'un qui est handicapé. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune offre d'emploi qui est soit réservée, soit interdite aux personnes handicapées? Il y a, Bruno en parlera peut-être un peu plus précisément, il y a un certain nombre de recrutements qui sont organisés. Je pense notamment dans la fonction publique à des personnes handicapées qui sont un petit peu des offres un petit peu réservées. Sinon, il n'y a pas de discrimination à faire et tout le monde peut se positionner sur toutes les offres. C'est une discrimination et ce n'est pas légal. Voilà, il ne faut pas, à partir du moment où on a les compétences, et en plus, moi j'aurais tendance à dire, mais là c'est plus avec ma casquette d'insertion, il ne faut pas hésiter. Faut pas, à partir du moment où on sent qu'on peut correspondre à l'offre, soit parce qu'on a les compétences, soit parce qu'on a le potentiel pour acquérir les compétences, il faut se positionner. Il faut vraiment être dynamique là-dessus et entreprenant. Il ne faut pas trop chercher est-ce que c'est réservé TH ou pas, enfin TH, travailleur handicapé ou pas. Voilà. Maintenant, oui, dans la fonction publique. Alors Bruno Grenier, si vous voulez compléter sur cet aspect-là. Effectivement, dans la fonction publique, il existe un dispositif qui est là pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est effectivement le recrutement contractuel qui permet effectivement d'accéder à la fonction publique à travers un contrat d'une durée en général d'1 an, renouvelable. Donc là, c'est un dispositif spécifique à la fonction publique pour faciliter, on va dire, l'accès. Donc c'est inscrit dans la loi. Il y a un décret spécifique qui permet effectivement aujourd'hui à un recruteur dans la fonction publique de dire « je vous recrute ». Parce que effectivement vous êtes reconnu travailleur handicapé et parce que la loi effectivement me le permet. Donc on est bien d'accord que c'est sur une période d'1 an, une période d'essai d'1 an, et que c'est à l'issue de cette période d'1 an qu'on peut être titularisé à la condition d'avoir satisfait aux exigences du poste. Voilà. C'est vraiment une exception. Sinon, la plupart des offres d'emploi sont ouvertes à tous. Je crois que la HALD a eu des positions assez claires là, récemment sur la question des offres discriminatoires. Il y a pu avoir effectivement une certaine période des offres dites réservées aux personnes en situation de handicap. C'est plus le cas, c'est interdit. Donc effectivement, il peut être écrit sur un certain nombre d'intitulés de poste que la priorité pourrait être donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi à compétences égales. Mais ça montre bien que ce qui est le plus important, c'est effectivement les compétences. On est recruté sur la base de compétences. Ça peut exister par contre effectivement sur ce qu'on appelle les contrats aidés. Où là, alors, Nathalie, un mot là-dessus peut-être. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de contrats aidés ou voire de contrats de professionnalisation où est visé. Et là, dans les propositions et de formation et de parcours de formation et pour les employeurs, on peut voir apparaître sur certaines annonces le fait que ça soit réservé à des publics travailleurs handicapés. Ou prioritairement. Oui, les contrats aidés, c'est plus pour les personnes qui connaîtraient des difficultés. Et à ce moment-là, on peut aussi bien citer dans l'offre les critères d'éligibilité que sont le handicap, mais aussi la durée de chômage, etc. Oui. Ce n'est pas simplement handicap, c'est simplement que le statut de travailleur handicapé, dans ces cas-là, est prédominant. C'est des contrats qui nécessitent un certain nombre de critères pour pouvoir y accéder. Oui, ce n'est pas que à destination, si on prend le contrat unique d'insertion, l'ancien CAE, l'ancien CES, etc. Ce n'est pas destiné qu'aux travailleurs handicapés. C'est aussi destiné à des personnes chômeurs longue durée. Public prioritaire, dont font partie les personnes en situation de handicap, mais pas uniquement. Peuvent, parce que toutes les personnes handicapées ne sont pas en difficulté vis-à-vis de l'emploi, il faut aussi le dire.
Alors justement, à ce sujet, une question de, je l'ai perdu, de Zidane. Est-ce que l'emploi des personnes handicapées progresse ou bien est-ce, comme pour la population globale, est-ce que le chômage augmente? Alors Bruno Galleras. La crise, elle est là pour tout le monde. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec le plan de soutien qu'avait mis en place la GFIP, notamment, avec l'État, les personnes handicapées ont mis un peu plus de temps à rentrer dans le chômage, c'est-à-dire qu'on a retardé un petit peu avec l'aide d'un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, la situation est escalée, le chômage s'installe. Les personnes reconnues travailleurs handicapés restent plus longtemps au chômage. Aujourd'hui, c'est une réalité. Notamment de par le fait que les niveaux de qualification sont moindres que pour le tout public, entre guillemets. Hein, donc oui, il y a le chômage qui est là pour les personnes handicapées, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a des enjeux forts auxquels il faut penser, à la fois les institutionnels, à la fois les centres de formation, les Cap Emploi et surtout les personnes qui doivent agir pour elles-mêmes, c'est l'enjeu de la formation. Je veux dire, aujourd'hui, aussi bien pour les personnes handicapées que pour le reste, il ne faut pas hésiter à se remettre en question, il ne faut pas hésiter à rentrer en formation, à envisager de nouveaux projets, de nouvelles pistes, parce que la société évolue, parce que les emplois évoluent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes handicapées souffrent cruellement d'un manque de qualification. Alors on va venir sur ce sujet de la formation, on y reviendra aussi mercredi d'ailleurs pour une journée consacrée vraiment à ce thème, mais sur les formations, une petite question qui s'adresse précisément à vous, c'est Gypsy qui demandait combien de personnes formez-vous, quels critères pour être accepté? Alors comment on entre dans les formations que vous proposez, ça se passe comment? Alors, si on parle des formations courtes, je ne vais pas parler de toutes les formations de la DPI, mais les formations courtes qui sont financées par la GFIP, hein, ce sont des modules métiers et des modules entreprises. Ce sont les Cap Emploi ou Pôle Emploi, mais essentiellement Cap Emploi qui nous oriente les personnes sur des modules courts, hein, où l'enjeu, je dirais, c'est soit de confirmer un projet professionnel, soit de travailler à des alternatives de projet par rapport à un projet. Bon, on a fait un métier, on ne peut plus le faire, on a eu un accident, on a un handicap qui fait qu'on ne peut plus le faire. Il faut envisager des plans B. Hein. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner les personnes pendant 2 mois avec des mises en situation pratiques en entreprise pour tester ces nouveaux métiers. Alors on a pour faire ça une équipe pluridisciplinaire, puisqu'à la DPI, il y a des gens, des formateurs conseillers qui accompagnent ces personnes, hein, donc avec un versant bilan, mais aussi un versant chargé de relations entreprises, hein, pour assurer les immersions en entreprise, et un médecin, hein, par rapport aussi à l'évaluation des limitations que peut comporter le handicap. Mais je dirais que ce qui est important, notre rôle essentiel, c'est que la personne, elle reprenne confiance en ses propres pouvoirs. Hein. Souvent, on a affaire à des personnes qui sont isolées, souvent très isolées. Et là, il s'agit de profiter d'une dynamique et de groupe et individuelle, hein, pour essayer de donner cette impulsion par rapport à l'environnement qui n'est pas facile. Et pour reprendre un peu ça veut dire que ces personnes, elles peuvent faire plusieurs petites formations courtes comme ça pour essayer de voir quel métier ou quel environnement de travail pourrait le mieux leur correspondre? Alors, ce n'est pas automatiquement l'idée. Hein. Si ils en font une pour confirmer un projet, tant mieux. Mais on peut aussi prévoir des articulations de parcours pour certaines personnes, entre un module métier et un module entreprise. Quelqu'un a envisagé on va dire, peut-être déconstruire un projet. Hein. Il faut qu'il leur construise un autre. Il y a possibilité pour ces personnes-là d'adapter les parcours au mieux. Je dirais que ce qui est vraiment important, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on est dans un environnement économique pas simple. C'est vrai qu'il y a un taux de chômage chez les travailleurs handicapés fort, de l'ordre, je ne sais pas, de 20%. 20% contre 10%. Voilà. C'est quelque chose qui existe. Mais si on prend par exemple les populations jeunes, là je ne parle pas des handicapés, on est à 25% et on est aussi sur certaines banlieues jusqu'à 40% de taux d'inactivité. Vous voulez dire que le handicap n'est pas le seul critère qui peut faire en sorte qu'on ait plus de mal à accéder à l'emploi. Pour remettre, je dirais, un peu peut-être en perspective par rapport à des publics,
des situations publiques qui sont fragilisées. C'est-à-dire que quand on arrive peut-être en temps de crise, c'est souvent les publics qui sont fragilisés, soit par le manque, entre guillemets, le manque d'expérience, quel cas des jeunes, première expérience, soit par des personnes qui sont en situation de handicap. L'activité des seniors, l'an dernier, elle a explosé. L'inactivité des seniors. Je dis l'activité parce qu'on dit que 50% des gens sont en activité pour les seniors. On n'a pas de taux de chômage. D'ailleurs, sur les seniors. Donc, ça n'enlève rien, mais ça remet en perspective par rapport à une problématique qui concerne pas mal de populations. Il y a juste une précision quand même qui est importante, c'est-à-dire qu'effectivement, la situation, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas facile. Il y a quand même des chiffres qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'en 2010, les Cap Emploi ont accompagné vers le placement 62 000 personnes. 62 000 travailleurs handicapés ont trouvé une solution en France supérieure ou égale à 1 an. C'est pareil, et c'est que les Cap Emploi. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a les centres de formation qui travaillent, il ne faut pas oublier qu'il y a Pôle emploi aussi qui participe. C'est énorme. 62 000 personnes, c'est énorme. Il ne faut pas oublier non plus, c'est un enjeu extrêmement important, c'est qu'au-delà des personnes qui sont au chômage, il y a aussi les personnes qui sont en emploi et que le maintien dans l'emploi fait partie de cette lutte contre le chômage. Donc, il y a les partenaires services que sont Cap Emploi, le SAMET, etc. 62 000 personnes en 2010 de placés, c'est 20% de plus que l'année d'avant. Hein, oui, donc voilà, il faut voir ce qui va pas très bien, et puis il faut voir aussi ce qui fonctionne. Il y a aujourd'hui des outils qui fonctionnent, et il y a des personnes qui sont de véritables experts et qui font un boulot fantastique tous les jours. Oui, M. Gardas a raison, a parlé du plan de soutien effectivement qui a été mis en place en 2010. Et effectivement, le plan de soutien, c'était un ensemble de mesures pour justement effectivement essayer d'amortir un petit peu l'impact de la crise économique. Et effectivement, à cette période-là, les personnes en situation de handicap en recherche d'emploi ont été moins impactées que les demandeurs d'emploi qui n'étaient pas en situation de handicap par la crise économique. Ça montrait bien effectivement toute l'efficacité du dispositif qui avait été mis en place et de mesures qui effectivement compensaient, atténuaient effectivement différents effets de la crise économique. Alors, on a plusieurs réactions d'internautes à ce qu'on a dit en début d'échange. CDS, par exemple, qui réagit sur les contrats aidés dont on parlait tout à l'heure. Il dit « Les contrats aidés sont accessibles aux travailleurs handicapés, seulement aucune embauche n'est envisageable. Un CDI reste quand même très difficile à décrocher en tant que TH. » C'est le principe. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens. Alors là, une fois de plus, je reprends ma casquette d'ancien de l'insertion. Un contrat aidé, c'est un contrat qui est là pour permettre à une personne de reprendre pied, de reprendre un rythme pendant un certain temps. Un contrat aidé n'est pas un futur CDI. C'est pas un moyen de rentrer dans la fonction publique, c'est pas un moyen de rentrer dans l'administration. Un contrat aidé, normalement, c'est fait pour reprendre une activité et continuer tout de suite à chercher une solution pérenne. Enfin, Nathalie le sait mieux que moi, Bruno aussi. Je crois qu'il faut que les gens soient tout à fait conscients de ça, parce que si on attend la fin du contrat aidé pour s'entendre dire qu'on ne va pas être prolongé, à mon sens, on a perdu trop de temps. Il vaut mieux être honnête dès le départ. Il faut que tout le monde soit au courant par rapport Nathalie, à ça. vous êtes d'accord avec... Oui, je partage. Même si on peut avoir des situations où des entreprises, la fonction publique ou le réseau associatif, hein, puisque ce sont eux qui ont le droit de signer des contrats. Alors, contrat unique d'insertion, voilà. Hein, je parlais de ceci, mais la majorité du temps, c'est effectivement l'objectif, c'est de reprendre pied. De rebondir. On peut peut-être préciser qu'il y a deux types de contrats aidés. Oui, c'est vrai aussi. Il y a effectivement ce qu'on appelle le CUI-CAE pour le secteur non marchand. Alors on va répéter parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours très clair. Donc CUI-CAE. CUI-CAE et CUI-CIE. Le CUI-CAE, c'est le secteur non marchand, c'est-à-dire des associations, la fonction publique, des mairies, des collectivités. Et là, effectivement, on peut être recruté dans le cadre d'un CDI, mais c'est extrêmement rare et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est effectivement que ce type de contrats qui sont soutenus, aidés par l'État, servent de tremplin à des personnes en difficulté. Et donc, ces contrats aidés sont réservés à un public dit prioritaire, je l'ai dit, hein, dont font partie les travailleurs handicapés. Mais donc, ça n'a pas vocation à devenir, sauf cas très particulier, des CDI. C'est plutôt un tremplin
un marchepied vers effectivement un autre emploi. Si tous les contrats aidés CUI, CAE étaient transformés en CDI, ça ne laisserait plus suffisamment de place à d'autres personnes pour effectivement permettre d'acquérir une première expérience, de retravailler pendant 1 an, 2 ans, lorsqu'on a été au chômage pendant plusieurs années. Donc voilà, ça c'est l'objectif du contrat aidé secteur non marchand CAE. Le CUI-CIE, là, s'adresse au secteur marchand et effectivement, je le précise, il peut y avoir un certain nombre de recrutements en CDI dans le cadre de CUI-CIE. C'est une aide donc, de l'État. L'employeur doit se rapprocher effectivement de son agence Pôle emploi. Et effectivement, l'idée est effectivement que ce type de contrat ne s'adresse pas non plus à tous les demandeurs d'emploi, mais en particulier aux personnes en difficulté pour encourager, soutenir l'employeur dans sa décision de recrutement et dans l'effort que l'employeur va faire en matière de formation, d'intégration d'une personne qui peut être effectivement un petit peu plus en difficulté que les autres. D'accord. Une question de Nat84 qui s'adresse à vous. Pouvez-vous me dire quel est le pourcentage de personnes qui, à la fin de cette formation, arrivent à retrouver un travail ? Alors, cette formation, c'est un peu large, mais est-ce que vous avez, vous, des chiffres sur l'insertion des personnes que vous avez pu suivre en formation ? Alors, l'objectif de ces formations courtes, je dirais, qui est un mélange entre la formation et l'accompagnement. Ce n'est pas une formation en termes d'objectifs d'apprentissage, de professionnalisation ou de qualification. Il s'agit bien, on est entre le bilan, l'accompagnement et la redéfinition de projets professionnels. Et l'objectif n'est pas à court terme, à la fin de la formation, d'avoir un emploi, mais je dirais de se caler justement. La personne est suivie donc majoritairement par les Cap Emploi, de se caler par rapport à un projet, pour pouvoir après, je dirais, développer, dérouler une stratégie de recherche d'emploi qui soit cohérente par rapport à ses propres compétences, ses appétences, sa limitation de santé, et puis l'environnement professionnel. Donc, je dirais que déjà rien que cet objectif, c'est essentiel pour, je dirais, retourner à l'emploi, d'être sur une rampe de lancement qui soit au maximum pertinente. Parce que si on se met, je vais être pilote d'avion, si vraiment j'ai pas les conditions, c'est pas la peine de rechercher. Effectivement, on va être en échec pendant 6 mois. Donc l'idée, c'est vraiment de caler ça. Donc en termes de chiffres d'accès à l'emploi, je veux dire, on regarde même pas ça dans ce cadre-là, c'est pas l'objet. Il arrive, suite aux immersions d'entreprise, puisque chaque personne, on accueille environ 250 personnes reconnues travailleurs handicapés dans le cadre des formations courtes par an, des personnes qui viennent de Seine-Saint-Denis et de Paris. Il arrive que soient proposés des contrats, ça arrive d'ailleurs assez, pas fréquemment, mais ça arrive qu'on propose des contrats suite à une immersion. Et je dirais que, voilà. Mais ce n'est pas l'objectif essentiel. Ce n'est pas l'objectif à court terme. C'est bien sûr l'objectif à long terme, à moyen terme, mais ce n'est pas l'objectif de la prestation. En fin de prestation, on ne regarde pas les chiffres de retour à l'emploi. Et le genre d'organisme comme le vôtre, qui intervient plutôt Paris et Seine-Saint-Denis, vous avez dit, et se retrouve partout en France. Il y a des prestataires, formations courtes. Il y en a partout. Moi, je voudrais préciser quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est souvent une question des personnes, qu'elles soient handicapées ou pas d'ailleurs, quand elles rentrent dans des dispositifs de formation, voir quels sont les résultats. Oui. Alors déjà, c'est pas magique. C'est important à le dire. Il y a ça, et surtout, pour bien connaître le travail des organismes et des partenaires comme Cap Emploi, il y a des gens très compétents. Par contre, il ne se passe rien si les bénéficiaires des formations ne font pas leur partie du boulot. Alors c'est dit de façon un peu crue, mais c'est ça, la personne qui est au centre du dispositif, c'est la personne elle-même. Donc le placement, les solutions, ce sont les personnes qui vont les concrétiser, les finaliser. Ce n'est pas les formateurs, ce n'est pas Cap Emploi. On est là, on est des boîtes à outils, un petit peu, dans lesquelles les gens vont piocher. Mais la personne qui va faire le dernier effort, c'est bien la personne handicapée, en l'occurrence le stagiaire. Ça, c'est très très important parce que une formation, ça doit être un choix de la personne, un accompagnement
Le Cap emploi, ça doit être un choix de la personne. Et la personne va s'appuyer sur ces différentes personnes ressources, sur ces différents dispositifs pour continuer d'avancer son chemin. Ce n'est pas parce qu'elle va rentrer en formation qu'elle va trouver un emploi. Ce n'est pas parce qu'elle va être accompagnée par Cap emploi qu'elle va trouver un emploi. C'est parce qu'elle va y mettre ce qu'il faut. Et il faut qu'elle soit persuadée qu'elle va avancer. Voilà. Alors justement, je pense que c'est une transition toute trouvée pour vous diffuser un reportage qui illustre ce qu'on vient de dire, puisque c'est le parcours d'une personne très volontaire, vous allez voir, très dynamique. C'est Franck Dupont qui a retrouvé un emploi suite à un accident. Il était foreur, il a été amputé suite à un accident, il a retrouvé un emploi dans les motos. Voilà, donc on va regarder tout de suite ce reportage et on revient ensuite en plateau pour le commenter et continuer notre échange. Donc le reportage tout de suite. Je m'appelle Franck Dupont, voilà, et j'ai 44 ans. Et je travaille dans les tunnels, il y avait éboulement de terrain et j'étais pris voilà, dedans. J'ai perdu ma jambe, mais pas de suite, quoi. J'ai fait quand même 5 mois d'hôpital. Suite à son accident, Franck est contraint à 35 ans d'abandonner son travail de foreur et connaît une longue période de rééducation. Au départ, abandonner le métier que je faisais depuis 17 ans, ça a été très très dur parce que je suis rentré là-dedans, j'avais 20 ans en sortant de l'armée, quoi. Et donc, quand on m'a amputé, j'ai dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Les patrons ne vous ouvrent pas les portes, donc il n'y a personne. Mon handicap, ouais, je le ressens quand je m'enlève ma prothèse tous les soirs ou quand il fait très chaud, que je mets un pantacourt ou qu'il y a un client qui me regarde bizarrement ou qu'il est choqué de ma jambe. Voilà. Mais après, bon. Sans emploi pendant presque 4 ans, Franck a conservé une volonté à toute épreuve. Un tempérament qui l'a poussé à retrouver une vie professionnelle, passant du métier de foreur à celui de vendeur-préparateur de moto. On ne savait pas trop comment faire, donc on s'est débrouillé comme on a pu. Puis après, je suis allé voir la GFIP de Toulouse, qui nous a vachement aidé, enfin surtout une personne. Et c'est grâce à cette personne, à Madame Mazieno, c'est une personne pour moi qui est géniale, et je le dis. Et voilà, des êtres comme ça, on n'en trouve pas souvent. Quand on a un handicap comme moi j'ai eu, après on a pu monter ce projet là-bas pour me lever les motos. C'est énorme, quoi. On pose la moto dessus, je la lève comme je veux, je la mets en haut, en bas. On a tout organisé pour moi, pour que je travaille à l'aise. C'est grâce à la GFIP si j'ai un produit comme ça, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, mon téléphone est important. Toujours un client qui t'appelle, tu vois. Ça, c'est vachement important. Donc, Servaille, bonjour. Ma vision de l'handicap a changé énormément, ouais, parce que déjà, je me dis, je suis comme tout le monde. Le matin, je me lève pour aller bosser. C'est notre vie, quoi. Je suis mieux dans ma tête, quoi. Mes relations de travail avec mes collègues se passent très très bien. Pour eux, je ne suis pas une personne handicapée, je suis normal. Il n'y a que quand j'ai besoin ou des fois je suis crevé, je leur dis ouf, attends, là je peux plus, là je suis mal, là ils comprennent. Voilà. J'ai un enfant, la vie c'est de lui montrer qu'un père ça travaille. Quand il vient me voir au magasin, il est content de voir son papa qui travaille sur des motos, quoi, voilà. J'aime ce que je fais, donc de venir travailler c'est un plaisir. Ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. J'ai 44 ans, ça pouvait durer jusqu'à la retraite, ça irait super bien. Voilà. Ça serait génial. Voilà. Alors donc je vous retrouve sur ce plateau après ce sujet donc sur le parcours de Franck Dupont. Donc on voit que c'est effectivement souvent une question aussi de volonté, de motivation pour construire son parcours. Quel conseil vous donneriez pour ceux qui recherchent actuellement un emploi? Par où il faut commencer? Les premiers interlocuteurs, on a beaucoup de questions. C'est Harmonie, par exemple, qui demande comment s'organiser pour rechercher un emploi quand on est travailleur handicapé. Que doit-on faire pour entrer en contact avec des entreprises? Par quoi commencer? Alors, Bruno Grelier, peut-être. Alors, vaste sujet. Vaste sujet. En tout cas, pour effectivement faire un petit peu la promotion du Cap emploi, je pense que la personne peut effectivement avoir un réel intérêt à se rapprocher de son Cap emploi. Si la personne est demandeur d'emploi, elle peut également en parler à son Pôle emploi, poser des questions à son Pôle emploi et lui demander pourquoi pas d'être suivi par un Cap emploi qui va là travailler au plus près avec la personne sur effectivement un plan d'action, un plan de recherche d'emploi en fonction du projet de la personne, de sa formation, de ses difficultés, des besoins de compensation
de son handicap. Donc, parmi les services qui sont proposés par Cap Emploi, il y a effectivement un accompagnement. Le service principal, c'est quand même un accompagnement soutenu dans la recherche d'emploi. Mais en général, on arrive à Cap Emploi directement, entre guillemets, ou est-ce que c'est plutôt Pôle Emploi qui oriente les personnes vers vous? Il y a plusieurs voies d'accès. On peut s'adresser au Cap Emploi de manière spontanée. On reçoit régulièrement des candidatures spontanées, comme une entreprise du secteur privé ou public en recevrait. Maintenant, on a effectivement quand même des Cap Emploi est régi par un certain nombre de conventions, notamment avec Pôle Emploi. Nous avons une convention de co-traitance avec Pôle Emploi. Donc sur les Yvelines, chaque année, de l'ordre de 700 personnes nous sont confiées. Je dis confiées, en fait, Pôle Emploi nous confie l'accompagnement d'un certain nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap que eux jugent, Pôle Emploi va juger que les personnes seront entre de meilleures mains en étant suivies par le Cap Emploi, compte tenu de son expertise et de son offre de service. Donc là, effectivement, pour répondre à la question qui est posée par la personne, il faut préalablement qu'il y ait un entretien, un diagnostic, qu'il soit fait un premier contact, une première analyse de sa situation, de sa demande, et ensuite préciser effectivement un plan de recherche d'emploi assez précis, assez détaillé, chronologique, pour que la personne puisse effectivement se repérer un petit peu dans sa recherche d'emploi. Et alors concrètement, quand une personne est suivie chez vous, par exemple, dans le 78, est-ce qu'elle a toujours affaire au même conseiller? Est-ce qu'on a des rendez-vous réguliers? Comment ça se passe? Absolument. La personne a des rendez-vous réguliers. Elle a, en tout cas sur les Yvelines, il peut y avoir des différences de fonctionnement entre les Cap Emploi, même si l'offre de service est commune sur le territoire. Sur les Yvelines, on a fait le choix effectivement d'un conseiller référent tout au long du parcours d'insertion. Donc la personne est reçue effectivement toujours par le même conseiller référent qui connaît effectivement donc du coup son histoire, son parcours, ses besoins de formation, son projet. Donc effectivement, il y a une nécessité absolue de recevoir la personne en entretien, qu'elle ait vraiment c'est la notion de référent de parcours auquel on peut se confier. Donc le plan d'action de recherche d'emploi dont j'ai parlé, c'est un plan qui peut évoluer aussi en fonction des succès, des échecs qu'on rencontre, en fonction des besoins de formation. Donc l'objectif des Cap Emploi, la visée, c'est vraiment l'emploi. Donc après, pour y arriver, il peut y avoir différents moyens. C'est individualisé, il y a différents moyens. Répondre de manière très précise à la personne sans la connaître, c'est un petit peu difficile. Mais effectivement, Cap Emploi va pouvoir faire un certain nombre de propositions de postes à la personne en fonction de sa recherche d'emploi. Si elle n'a pas de projet précis, on va travailler avec un certain nombre de partenaires, tels qu'ADPI sur les Yvelines, pour que la personne précise un projet. Si la personne a besoin d'une formation complémentaire, on va effectivement la soutenir dans la recherche de formation, dans le financement également de ce projet de formation, qui n'est pas toujours quelque chose de très très aisé, même si on y arrive très régulièrement. Donc la première étape, c'est quand même de venir vous voir. La première étape, c'est effectivement de nous rencontrer. Il faut qu'on connaisse la personne, il faut qu'on puisse effectivement, se connaître, voir quels sont les besoins de la personne pour la guider, l'accompagner au mieux. Et alors oui, vous vouliez compléter? Oui, je crois qu'au-delà des appuis techniques que l'on peut avoir auprès de personnes ressources comme les Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales pour les jeunes, etc., un conseil qu'on peut donner, c'est surtout ne pas rester isolé. Il faut absolument parler, il faut absolument côtoyer les gens. Tout seul dans son coin. Il faut pas, il faut la confronter, même je dirais plus, il faut la confronter aux gens qui nous entourent. Il faut en parler auprès de notre famille, avec les relations qu'on peut avoir, parce que les offres d'emploi, les propositions d'emploi peuvent arriver par différents créneaux. Il y a cette notion de réseau qui est vachement, oui, excusez-moi, qui est très importante. Oui, elle est très importante. Elle est très très importante. Il faut absolument en parler parce que, en plus, ça va nous aider à corriger la vision que l'on peut avoir du monde du travail. Il faut qu'on montre les lettres qu'on écrit, pour les faire corriger, il faut qu'on montre les CV. Il faut absolument qu'on s'oblige à côtoyer les autres. Et de préférence, côtoyer des gens qui travaillent. Parce que c'est plus les gens qui travaillent qui vont être en mesure de nous amener des réalités du marché du travail que des gens qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est très très important. Autre chose aussi, moi je conseillerais vraiment, on dit toujours à Pôle Emploi, il n'y a pas d'offre. Si, tous les jours, il y a des offres à Pôle Emploi. Il suffit d'une offre, un jour, qui va nous correspondre. Donc, il faut regarder régulièrement
les offres d'emploi de Pôle emploi, les offres d'emploi sur des sites spécialisés. Il faut s'obliger à le faire tous les jours. Alors à propos des offres, une question de Laura. Est-ce qu'Internet est devenu le seul endroit où on trouve des annonces d'emploi? Alors Bruno Gadras, toujours. Pôle emploi, les offres d'emploi, oui, ben, aujourd'hui Internet, c'est vrai, est devenu un outil majeur dans la recherche d'emploi. Il faut se méfier parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses non plus. Il y a des principes à rappeler. On ne doit pas payer pour avoir accès à des offres d'emploi. On ne doit pas payer pour travailler. Bon, il faut faire très attention. Ceci dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, aller sur le site de Pôle emploi pour chercher les offres, très bien. Je veux dire, il y a possibilité de regarder, de trouver des offres sans trop bouger. Il y a des sites très sérieux, spécialisés, très bien. Il faut le faire régulièrement. Après, est-ce que c'est le seul moyen? Alors c'est vrai qu'il y a des journaux gratuits. Il y a quelques années de ça, je vous aurais dit qu'il y avait des journaux gratuits qui étaient intéressants. Aujourd'hui, attention. Je dirais un petit peu attention parce que là aussi, sur Internet, les trucs 36 et quelques, faut faire attention. On ne récupère pas des offres par audiotel, non. Bruno Grelier? Oui, je dirais que c'est effectivement difficile aujourd'hui d'échapper à Internet dans sa recherche d'emploi. Maintenant, peut-être quelques journaux locaux, il y a un ou deux gratuits sur la région qui restent, je pense à Objectif Emploi, je ne vais pas leur en faire la pub, mais ce qui reste effectivement un moyen pour des personnes qui n'ont pas justement accès à Internet, qui n'ont pas toujours effectivement chez elles un ordinateur, même si on peut fréquenter des espaces de recherche d'emploi, fréquenter son On peut rappeler d'ailleurs que bureau de l'emploi. dans nos partenaires, il y a les réseaux Cyberbas qui peuvent aider les gens. À Cap Emploi aussi, souvent on peut demander à se Oui, absolument. connecter. Certains Cap Emploi permettent effectivement aux personnes qu'elles suivent d'accéder effectivement à des lieux ressources de recherche d'emploi, d'accéder à du matériel informatique pour faire effectivement des recherches d'emploi. Oui, Nathalie, vous voulez... Je veux rajouter aussi par rapport à ça, ça peut provoquer pour plusieurs personnes une sensation de se dire comment je vais faire parce que je ne sais pas faire. Hein, parce que dans si on prend les personnes nous qu'on reçoit les 2/3 sont de niveau 5 ou infra 5. 5 ça veut dire au niveau BEP. Hein. Tous n'ont pas accès, c'est vrai, aux nouvelles technologies, mais tous ne savent pas non plus les utiliser. Quand je dis les utiliser, ce n'est pas que du point de vue de l'ordinateur, ça peut aussi du point de vue tout simplement des maîtrises des savoirs de base, hein, comme le français. Comme savoir lire, écrire. Voilà, tout à fait. Et que ça soit assez fluide. Alors, moi j'aimerais dire pour ces personnes-là, attention, justement, l'intérêt aussi de travailler avec des gens, c'est de se faire aussi accompagner là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. Donc se faire aider sur ces rédactions de C'est-à-dire qu'ils lettres, ne sont pas de non CV. plus, C'est important. je veux dire, tout seuls par rapport à ça. Je crois qu'il faut qu'on travaille les différents acteurs, je dirais, des parcours d'insertion professionnelle des personnes doivent travailler ensemble et aussi autour de ça. Parce qu'il y a un public, il y a une grosse partie du public qui est quand même dit de bas niveau de qualification, j'aime pas ce mot-là. Mais voilà, hein, il y a des choses, il y a possibilité d'accéder aussi à ça. Et encore une fois, souvent c'est aussi une histoire de confiance en soi. Encore une fois, c'est important de se retrouver avec d'autres, hein, de voir aussi qu'il y a d'autres personnes, avec d'autres qui sont en situation de handicap, mais avec d'autres qui ne sont pas en situation de handicap aussi. C'est-à-dire quand ils sont en centre de formation, ils voient bien aussi qu'il y a des groupes de jeunes chez nous qui sont dans la même situation, je dirais, de recherche d'emploi, où ils se sentent de aussi mis de côté par rapport, je dirais, aux exigences du contexte social et économique. Alors, quelques questions très rapidement, parce que c'est un sujet qui sera réabordé un peu plus tard dans la matinée, lors de l'émission de l'atelier, mais on a plusieurs questions sur la façon de présenter son handicap. Farah85, par exemple, qui dit « Comment présenter mon handicap, une sclérose en plaques à un employeur et les erreurs à éviter ?» Et Patrick qui disait « Bonjour, je stipule dans mon CV que j'ai une reconnaissance travailleur handicapé. Est-ce une bonne chose? Depuis que je ne le mentionne plus, j'obtiens des rendez-vous. » Alors, Bruno Grelier, qu'en pensez-vous? Alors, pour répondre à la dernière question, effectivement, il n'est pas obligatoire, pas du tout obligatoire de mentionner le fait que l'on est reconnu travailleur handicapé dans son CV. J'aurais plutôt tendance, moi, à recommander de ne pas le mettre. L'objectif du CV, c'est d'obtenir un entretien. Donc, effectivement, dans un premier temps,
peut-être pas, effectivement, il n'est peut-être pas nécessaire effectivement, de mentionner le fait d'être en situation de handicap sur son CV. Par contre, si effectivement on décroche un entretien, pour une personne malentendante, pour une personne en fauteuil, là, il y aura nécessité pour que la personne puisse être accueillie dans de bonnes conditions, de le préciser. Et pour ce qui est de la personne qui a une sclérose en plaques, donc là non plus, il n'est pas question de recommander à la personne de parler de sa sclérose en plaques immédiatement, pas en tant que telle en tout cas. Par contre, effectivement, en tout cas pas dans le CV, mais peut-être qu'on pourrait lui recommander, en fonction de la manière dont elle-même vit sa situation de handicap, vit son handicap, d'évoquer avec l'employeur plutôt les conséquences de sa sclérose en plaques, les besoins d'aménagement du poste, les besoins de compensation. Donc ça peut être un aménagement de temps, vous avez raison. Une sclérose en plaques, ça peut se traduire par un peu plus de fatigabilité que la moyenne des personnes. Donc effectivement, voilà, nous en tout cas, on recommande toujours effectivement d'aborder la question du handicap à travers ses conséquences et sur l'emploi et les besoins d'adaptation, de compensation. Ce qui est d'ailleurs tout à fait admis par la HALD. Effectivement, un employeur peut effectivement poser la question à la personne de savoir quels sont ses besoins de compensation, d'adaptation, d'aménagement de son poste. En sachant quand même que la base, c'est quand même, dans les processus d'insertion, c'est parler des compétences. Oui, on y revient. C'est important, c'est-à-dire que le handicap, effectivement, il ne faut pas être naïf, ça peut jouer, ça joue. Ceci dit, quand on envoie un CV, une lettre de motivation, c'est pour proposer des compétences professionnelles. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce que trop de gens font... c'est normal, ils vivent avec le handicap, c'est dur à vivre, ils font un focus un petit peu sur leurs difficultés. Au même titre que des gens qui ne sont pas handicapés, il faut que les candidatures soient axées sur ce que la personne elle sait faire, sur ce que la personne elle peut faire. Voilà. Et je dirais dans la même lignée, parler de son handicap et voir quels sont les besoins de compensation, une chose. Une autre peut être source de proposition, et ça c'est montrer une compétence. C'est-à-dire que si je propose, qu'est-ce que cherche un employeur, je dirais au même titre qu'un employeur reçoit pour un recrutement quelqu'un qui habite très loin ou quelqu'un qui a des enfants en bas âge. Si la personne dit j'ai prévu de faire garder mes enfants, j'ai prévu de en cas de grève, de faire... toutes les questions finalement que se pose un employeur par rapport aux compétences et par rapport à assumer un certain nombre de tâches sur son poste. Donc si la personne sent qu'il est important pour elle et pour le poste de parler de son handicap, ça dépend du handicap, ça dépend du poste, ça peut être utile ou pas utile, tout à fait. Et en même temps propose des débuts, montre qu'elle y a réfléchi et montre quelle piste de solution dans sa vie elle peut proposer. C'est aussi montrer, c'est aussi un argument, je dirais. Un argument pour l'employeur. Comme quoi elle ne subit pas trop son handicap. Oui, c'est rassurant pour un employeur de savoir que la personne, effectivement, organise sa vie. Ce qui n'exonère pas, par ailleurs, des nécessités, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, d'adaptation de poste, etc. Mais ça montre que la personne, elle a réfléchi à ça. Tout à fait. Alors, on arrive déjà en fin de chat. Alors, on a reçu beaucoup de questions, notamment des Cap Emploi 17, 44. Comme quoi, il y a beaucoup de Cap Emploi qui sont connectés. Là, on a les Hautes-Pyrénées qui demandent, à compétence égale, un employeur va-t-il embaucher une personne handicapée ou une personne valide ? À compétence égale. À compétence égale, il prendra la personne qui sera sans doute la plus motivée et voilà, qui lui amènera le plus de garanties en termes d'opérationnalité, de productivité. Voilà. Mais je crois que tout est dit à compétence égale, peut-être, non ? On espère que... Enfin, effectivement, je pense que l'esprit de la loi... c'est qu'à compétence égale, de donner envie effectivement à un employeur de recruter une personne en situation de handicap. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'intérêts financiers, et au-delà des intérêts financiers, en termes d'image, positionnement citoyen aussi. Positionnement citoyen de l'entreprise, effectivement. C'était une question qu'on a reçue aussi. Est-ce qu'une entreprise a intérêt à embaucher une personne en situation de handicap plutôt qu'une personne lambda ? Intérêt. Les entreprises de plus de 20 ont une obligation en France. Voilà. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il y a des obligations que ça nous empêche d'être compréhensifs et d'avoir un comportement citoyen, une fois de plus.
Voilà. Je pense qu'un employeur qui montre effectivement à l'ensemble de ses salariés qu'il prend au sérieux la question du handicap dans son entreprise va être au-delà source effectivement de relations sociales, à mon point de vue, dans l'entreprise de meilleure qualité. Tout à fait. Par rapport à la question à compétences égales, je prendrais plus la casquette d'employeur. Ça m'est jamais arrivé d'avoir 2 candidatures à compétences égales. Dans le sens, dans le sens large, dans le sens large du terme. Si à formation identique ou à expérience similaire, je dirais qu'après dans l'entretien, on disait tout à l'heure, il y a des choses qui se passent, qui peuvent faire la différence, et ces choses qui se passent ne sont pas automatiquement centrées sur ce qui manque à la personne ou son handicap, mais comment elle peut le mettre en perspective aussi. Très bien. Merci beaucoup à tous les 3. On arrive déjà à la fin de ce chat, mais bien sûr, vous allez retrouver la suite de nos programmes HandiChat tout au long de la journée. Et tout de suite, un portrait de Grégory Cuilleron, le parrain de la GFIP cette année. Merci. Merci.